Bienvenue dans cet épisode où j'ai l'honneur de recevoir une artiste engagée. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Gaëtane, une illustratrice dont le travail mêle la force de l'art à des convictions profondes. À travers ses dessins, Gaëtane aborde des sujets tels que l'égalité des genres, les problématiques rencontrées par les femmes et dénonce les comportements sexistes. Dans cet épisode, elle va nous parler de son parcours, de la manière dont elle combine sa passion pour l'illustration et ses engagements féministes, mais aussi nous partager ses réflexions sur la manière dont l'art peut être un outil d'éveil des consciences. Alors installez-vous confortablement et plongez dans cette conversation avec Gaëtane. Bonjour Gaëtane. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet échange. Je suis vraiment très contente d'échanger avec toi aujourd'hui. Je te propose qu'on commence par une question brise-glace. Quelle est la chose la plus surprenante que les gens apprennent sur toi en premier? Alors, j'ai mis un peu de temps à essayer de trouver une réponse à ça parce que je me suis toujours dit, mais en fait, il n'y a rien de vraiment très surprenant avec moi. Donc, j'ai mis un peu de temps. Et puis, assez étrangement, on va dire, j'ai l'impression que quand je parle un petit peu de voilà, ma situation, ma vie, tout ça, ce qui surprend le plus les gens, c'est de leur dire que je suis en couple depuis 12 ans. Ouais, presque 13 ans, on va dire 12 ans. Et les gens, voilà, s'attendent pas à ça, quoi. Quand je leur dis, bah oui, je suis en couple avec un mec cis depuis 12 ans, on me dit, ah bon, 12 ans? Mais c'est énorme. J'ai l'impression que les gens ont... Enfin, peut-être que vu mon âge, bah ouais, j'ai 33 ans, et peut-être une génération où on se met en couple peut-être de plus en plus tard, ou en tout cas, où peut-être on a un peu plus de mal à trouver quelqu'un comme on a des, comment dire, on va dire des objectifs de vie, des boulots qui sont très prenants, où on fait des enfants peut-être de plus en plus tard. On se met pas forcément en couple très tôt, enfin plus autant qu'avant. Et du coup, ça peut étonner un peu les gens, on va dire, voilà, que je suis en couple depuis si longtemps. Ils ont des images préfabriquées, peut-être aussi, des stéréotypes, peut-être un peu aussi. Bah, j'imagine que quand on pense à une féministe, on pense à une féministe très énervée, très en colère contre les hommes, qui déteste tous les hommes, qui pourrait être lesbienne d'ailleurs. Enfin voilà, et donc du coup, voilà, mais en fait, non, bah, en plus, quand j'ai rencontré mon copain, j'étais pas encore totalement euh, euh, très au fait de tout ça. Je m'intéressais pas au féminisme et je me disais pas féministe non plus. C'était quelque chose qui me passait un peu au-dessus et dont j'avais pas forcément connaissance. Et puis ça s'est passé comme ça, quoi. On s'est rencontrés jeunes et puis il s'avère que ça se passe super bien, que c'est une personne top qui est très à l'écoute, qui apprend, qui écoute. Je l'ai déjà dit. Mais en fait, c'est ça, c'est que c'est difficile de trouver des gens qui t'écoutent vraiment et qui entendent ce que tu as à dire, quoi. Donc ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est un peu surprenant, je pense. Merci, c'est un beau partage en tout cas. Je te propose qu'on passe à ton parcours. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton parcours et justement comment t'en es venu à combiner ta passion pour l'illustration, mais aussi et à tes engagements? Alors, à la base, moi, j'ai un parcours qui n'est pas du tout orienté art ou sciences sociologiques. J'ai fait des études de langue et de commerce, donc pas grand-chose à voir. J'ai commencé à travailler dans ce domaine. Et puis, je me suis intéressée dans un premier temps au végétarisme, au mode de consommation plus éthique. Et en fait, je pense qu'au fur et à mesure, je me suis intéressée aussi aux différentes luttes sociales. Et ouais, c'est un cheminement qui s'est fait comme ça. Et du coup, bah, j'ai aussi développé mon attrait pour l'illustration à cette période-là. Je m'ai déjà dessiné, mais c'est vrai que je viens d'un milieu où c'est pas du tout envisagé comme un boulot. Mes parents, ils voulaient que moi, je fasse des études pour gagner ma vie et être indépendante et que je m'en sorte bien. Et donc, je pense que c'est pas vraiment venu. Enfin, voilà, ils n'ont pas du tout pensé que ça pouvait être quelque chose que je pouvais faire. C'est quand même très précaire. C'est pas simple d'évoluer dans ce milieu-là si t'as pas de connaissances, de réseau.
voilà, c'est un peu compliqué. Et donc, du coup, j'étais partie dans ce genre d'études-là. Et j'ai renoué avec cette pratique il y a quelques années. Je me suis intéressée à des illustratrices, à leur boulot, à ce qu'elles faisaient, et je me suis dit, mais pourquoi tu tenterais pas toi aussi? Et donc, j'ai quitté mon boulot avec mon compagnon, on a quitté nos boulots, on a lancé notre société de graphisme et d'illustration. Et puis, j'ai commencé à alimenter mes réseaux sociaux et à faire des dessins de plus en plus engagés, mais ça a été un long processus pour arriver où je suis là, à ce qui me plaît. Et puis de toute façon, c'est en constante évolution. Voilà, c'est pas quelque chose qui reste figé, l'art et comment dire, les luttes sociales, les façons de penser, les déconstructions, tout ça, c'est des choses qui évoluent. Je pense que tous les jours, je pense qu'on en apprend, on change d'avis, ça a pris un peu de temps. Il n'y a pas vraiment de déclic, de choses comme ça. Ça a pris un peu de temps. Tu as commencé à prendre conscience quand, à peu près, de justement ces questions féministes. Qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin-là? Est-ce qu'il y a des événements quand même au fur et à mesure de ton parcours qui t'ont amené à te poser ces questions-là, en fait? Ben, j'ai essayé de me rappeler, mais j'ai pas l'impression. Mais peut-être que le mouvement MeToo, d'un point de vue global, a mis le focus sur toutes ces inégalités-là, ces violences, m'a permis de commencer à m'intéresser au sujet, à me renseigner, et ça a développé l'intérêt finalement que MeToo avait un peu mis en moi. Mais j'ai pas eu d'événement personnel qui m'aurait fait prendre conscience de ça. C'est vraiment venu au fur et à mesure. Je pense que l'illustration, je me suis intéressée à des illustratrices qui peut-être étaient un peu engagées, et donc du coup, ça m'a aussi permis de voir que c'était le genre de choses que j'avais envie de faire. Mais ouais, il n'y a pas eu vraiment de déclic. Mais bon, je pense vraiment que MeToo tout voilà, l'engouement médiatique et la prise de parole des personnes concernées et des victimes et ouais, des femmes, ça a dû beaucoup quand même m'influencer. Ça a été un peu le point de bascule aussi pour toi. Certainement, ouais. Comment tu utilises tes illustrations justement pour exprimer ton engagement féministe alors? Comment tu le retranscris à travers tes illustrations? Il y a plusieurs choses. Il y a des contenus très pédagogiques avec, je vais parler d'un sujet, donc je vais en faire une petite mini BD pour parler du sujet de façon, voilà, très instructive. Et puis, il y a des scènes de vie où j'aime bien créer des petits dialogues pour que ce soit plus immersif et qu'on se projette plus, qu'on ait l'impression d'avoir déjà eu ces dialogues-là ou entendu des gens dire ça, donc, et que ce soit plus réaliste et que ça parle beaucoup plus en fait. Ce que j'aime faire, c'est faire des choses accessibles, que ça puisse parler à tout le monde. Parce qu'en fait, c'est vrai que tout ce qui est un peu essai féministe, les théories des concepts, tout ça, c'est très bien et c'est essentiel, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'en sont vraiment pas là. Et rien que la base de parler de sexisme, de discrimination, de violences sexistes, tout ça, c'est déjà, pour beaucoup de personnes, c'est déjà beaucoup, tu vois. Et donc, du coup, juste la petite banalisation des inégalités ou du sexisme ou de la misogynie intériorisée, toutes ces petites choses-là qu'on a, nous, en tant que personnes évoluant dans notre société, qu'on sait, ont nos proches aussi potentiellement, et ben, j'ai envie de les mettre en avant via voilà, des petites scénettes de la vie du quotidien, des petits dialogues, et puis quand il faut bah, voilà, expliquer un concept, je disais des choses un peu plus pédagogiques qui se prêtent bien aux réseaux sociaux, quoi. Tes illustrations, elles sont inspirées de dialogues que tu as pu entendre ou de ton entourage. Enfin, c'est des choses vécues Ouais. du coup d'expérience. Vécu ou alors que le plus des témoignages que j'ai vus, j'aime bien aussi beaucoup aller sur les réseaux sociaux et voir un petit peu des commentaires de gens, des remarques et y rebondir en fait. Et aussi j'aime beaucoup faire preuve d'humour et d'ironie de second degré pour marquer un petit peu des fois les incohérences et l'idiotie de certains propos. Donc ouais, j'aime bien en fait, j'aime bien faire ça. Et puis des fois c'est vrai que je parle aussi un peu d'actualité parce que c'est des fois des sujets qui sont importants et dont il faut parler. Mais oui, c'est ça. Souvent, j'aime bien essayer de trouver des choses un peu réelles. Et je pense que c'est comme ça que ça parle aux gens aussi, quoi. C'est des situations que demain je peux rencontrer, qu'une amie peut rencontrer, que ma sœur peut rencontrer. Et ou quand on est sur le chemin du féminisme, des fois on a conscience de ça. Mais par exemple, une amie qui va être un peu plus au début du chemin, bah, va se dire,
C'est ça, mince, ouais. Ouais. c'était pas normal. Donc, ça éveille les consciences aussi, que ce soit des cas concrets, quoi. Bah oui, c'est ça, parce qu'en fait, puis quand on s'intéresse aux féministes, quand on met les lunettes de féministes, comme on dit, après, on peut plus voir le monde sans analyser tout par ce prisme-là et Mm, se mm, rendre compte qu'en fait, il y a un tas d'inégalités, de choses qu'on a acceptées depuis toujours qui sont pas normales, en fait. Et mm. quand tu es en plein dedans et que tu n'as pas mis ces lunettes-là, pour toi, ça te paraît totalement normal. Et même les gens qui viendraient te dire, mais tu te rends pas compte, c'est grave, tu te dirais, mais qu'est-ce qu'elle me fait chier, en fait, cette personne-là, tu vois? C'est Parce que vrai. je sais que moi, à l'époque, quand je pensais aux fémènes, etc., je me disais, mais voilà, c'est quoi ces nanas-là et tout. Je me disais, mais ça va pas ou quoi? Après, quand tu t'intéresses aux luttes et au pourquoi du comment, tu mets un peu plus de nuances dans tout ça et tu commences à comprendre. Euh, et donc, bah, l'idée de mon contenu, c'est essayer d'avoir des choses qui soient vraiment accessibles aux personnes qui vraiment de base n'ont pas, se sont jamais vraiment trop posé la question et se disent, mais en fait, c'est vrai, bah, faire l'étoile de mer, quand ils pensent, si on fait l'étoile de mer, c'est qu'on n'a pas forcément trop envie d'être là. Et si on n'a pas envie d'être là, ça veut dire qu'on a accepté contre son gré un peu. Et du coup, est-ce que ce serait pas une violence sexuelle? Enfin, tu vois, en fait, on a fait tellement de choses, on a accepté tellement de choses sans se rendre compte que essayer de les rapprocher au réel, voilà, de les ramener à quelque chose de choses qu'on aurait pu vivre ou qu'un proche aurait pu vivre, et ben, je trouve que c'est très percutant. Tu parlais des lunettes qu'on a après et qu'on voit tout par ce prisme-là. Et Ouais. ça, c'est très vrai. J'ai pu constater. Toi, t'es passé par quelles émotions? Est-ce que tu as ressenti de la colère au début? Enfin, comment ça s'est fait ta prise de conscience là-dessus? Bah ouais, 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 bah, de la colère, ça c'est évident. De la colère et de l'incompréhension de pourquoi, en fait, pourquoi tant de haine, quoi. Mhm. Euh, la volonté, voilà, de savoir, la soif de savoir aussi, de comprendre. Mais ouais, la colère, évidemment. Je suis quelqu'un d'assez raisonné, on va dire. J'arrive à ne pas communiquer cette colère-là. Mais je pense que c'est aussi un truc qu'on nous enseigne aux meufs, hein, de Mhm. savoir contrôler sa colère, on n'a pas à être en colère en tant que nana. Je pense que je suis obligée de ressentir cette colère-là, surtout quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on voit tout ce qui se passe, tous les Mhm. commentaires des gens. C'est très polarisé, c'est très provocateur, c'est très donc forcément, tu es en colère. Mais il y a des jours où il y a de la tristesse aussi. Il y a de la tristesse, il y a du découragement, de la baisse de motivation, du défaitisme. Se dire, bon, de toute façon, à quoi bon? Tous les ans, c'est la même chose. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, il y a un nouveau mec qui est accusé de trucs et qui va disparaître un peu et puis qui va revenir et qui va jamais avoir de problème parce que finalement, ça sera classé sans suite. Et puis, voilà. Et puis, il y aura une nouvelle meuf à qui il arrivera ça. Et puis, des fois, c'est dur. C'est vrai. Et puis quand on voit le contexte politique actuel, franchement, ça aide pas non plus, quoi. Donc, Mhm. Ça, c'est sûr. ouais. Mais il y a aussi des moments de joie quand on développe des liens entre nous, quand on manifeste, quand on partage. Le fait de partager des expériences, se dire, mais tu te rends compte, moi j'ai vécu ça, bah oui, mais moi aussi j'ai vécu ça. Non, mais... Et en fait, cette indignation qu'on a en commun, c'est aussi très exaltant. Cette sensation de communion, de partage, ouais. Je dirais que c'est ça aussi. Et ça, ça fait beaucoup de bien, quoi. Est-ce que ça apporte aussi un peu de force quand on se réunit justement lors de manifestations et Mais qu'on complètement, hein. on a le même combat? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se connaît pas, mais on se connaît, en fait. C'est très bizarre comme sensation, mais on se regarde et on sait ce qu'on a vécu, on sait ce que ça provoque, on sait les conséquences que ça a sur nos vies. Et c'est très fort, c'est très émouvant et ça fait du bien. Et des fois, en fait, il y a des moments où on a besoin de ça, des moments où voilà, ces choses-là, ça va nous permettre de continuer la lutte. Et puis d'autres moments où on a besoin de faire une pause et que ce soit les copains et les copines qui prennent le relais dans la lutte, etc. Parce que c'est très fatigant. Et puis moi, en plus, je le fais à mon niveau et il y a des personnes qui sont encore beaucoup plus engagées que moi. Mais on passe par beaucoup d'émotions. Ouais, et puis c'est assez énergivore aussi hein, Ouais. d'avoir un peu l'ascenseur émotionnel et de passer par tout ça. C'est pas facile toujours à gérer. Ça dépend aussi en plus de tout ce qui se rajoute dans le quotidien Mais perso. oui, Donc, c'est clair. sur ton compte, tu parles de male gaze. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est dans l'art et comment ça influence la représentation des femmes? Alors, le male gaze, c'est le regard masculin en français. C'est donc la vision qu'ont les hommes des femmes, plus globalement.
mais aussi des hommes en fait, hein, qui est très modelé par le patriarcat. En fait, c'est par exemple comment on va montrer une femme à l'écran, quel rôle on va lui donner, quelle apparence elle va avoir. Et en fait, le male gaze, c'est très souvent, enfin, c'est très codé. Et ça va être c'est souvent une femme qui est très belle, très stéréotypée, donc avec un corps mince, généralement blanc, valide, avec des formes là où il faut, et qui va être dans des situations passives, peu dans l'action, qui en fait est là pour être regardée par l'homme. Et donc c'est ça en fait le male gaze, c'est la façon dont on va la filmer aussi, faire des focus sur certaines parties de son corps. Et c'est comme si l'homme regardait la femme en fait. C'est-à-dire que le male gaze, ça met l'audience dans la peau de l'homme qui regarderait la femme et qui du coup aurait son désir pour cette femme-là. Et donc c'est très centré autour de l'homme finalement et de ce qu'il ressent et de ce qu'il est censé ressentir. Donc c'est aussi une vision de ce qui intéresse l'homme et ce qu'il désire, très restreinte. Euh, et donc ça laisse peu de place à d'autres modèles de femmes, à d'autres types de femmes dans l'univers culturel, parce que voilà, ça touche les productions culturelles, donc les films, les livres, les séries aussi, et puis tout ce qui va influencer notre imaginaire ouais, culturel, quoi. Donc tout ce qu'on se fait de l'image d'une femme, une femme, ça doit être élégant, ça doit être gracieux, doux, voilà. Et donc c'est des images, c'est un imaginaire qui est créé par les hommes parce que en grande majorité, ce sont encore les hommes qui se retrouvent au poste de responsabilité dans l'élaboration de ces œuvres-là. Donc ça va être des réalisateurs, des scénaristes, des producteurs, euh, des grands auteurs, des peintres, parce que c'est aussi la peinture. Donc voilà, et en fait, c'est une grosse prédominance au détriment de celle des femmes et d'autres personnes, hein, des personnes non binaires, des personnes trans. Et en fait, ces femmes-là et ces personnes-là ont été oubliées, ont été effacées, ont été même pillées. Parfois, on leur a volé leur travail. Et donc voilà, c'est un peu ça le male gaze. Comment on fait selon toi pour changer ça, pour faire évoluer ça? Eh ben, il faut donner de la place aux autres. Voilà. Il faut qu'on consomme le contenu d'autres personnes, qu'on s'intéresse à ce qu'elles ont à dire. Parce que, heureusement, maintenant, avec les réseaux sociaux, avec Internet, on a la chance de pouvoir s'exprimer plus facilement et de toucher du monde. Et donc, c'est s'ouvrir à d'autres types de personnes, hein, à d'autres sujets, à d'autres formes d'art, à d'autres œuvres. Et puis, c'est soutenir et voilà, donner de la force à ces personnes-là. Quand on crée du contenu aussi, quand on crée des œuvres, penser à la diversité et à faire intervenir des personnes qu'on laisse pas intervenir auparavant. Enfin, essayer de faire, de transmettre le message de ces personnes-là, si on a la possibilité. Je sais que moi, en tant que femme blanche, hétéro cis, j'ai quand même beaucoup de privilèges par rapport à certaines autres personnes. J'ai j'ai de la visibilité et j'ai la possibilité de m'exprimer. Donc, quand je peux, j'essaie de parler d'autres sujets et surtout de collaborer avec d'autres personnes aussi pour permettre à mon audience de découvrir d'autres choses. En fait, c'est essayer voilà, de donner la visibilité à d'autres profils et à consommer voilà, des œuvres faites par des femmes. C'est aussi les jeux vidéo, par exemple. Enfin, voilà, jouer à des jeux vidéo faits par des femmes ou des personnes non binaires, des personnes trans. Voilà, c'est s'intéresser à on va dire, ouais, ce nouvel horizon d'œuvres et voilà, de sujets, de façon de voir les choses, parce qu'en fait, c'est ça, je trouve, qui est intéressant, c'est que chaque personne a des choses à apporter de par son vécu, de par son individualité. Et donc, on a plus à y gagner à laisser la place à tout le monde et à permettre à tout le monde de s'exprimer, de développer, de créer, que juste voilà, que se fermer à un type d'œuvre parce que c'est comme ça et c'est tout, quoi. Et c'est beaucoup moins riche en plus d'être Mais ouais, enfermé dans un type d'œuvre. Ça nous ouvre pas du tout ni aux autres, ni à d'autres perspectives qu'on pourrait avoir du monde et de la vie. Donc, exactement.
Comment on pourrait sensibiliser des personnes qui, à l'heure actuelle, ne sont même pas conscientes de ces questions-là et qui, du coup, n'auraient pas du tout cette curiosité, en fait, de changer leur façon de consommer l'art et d'aller justement plutôt vers des productrices féminines ou justement des illustratrices plutôt que, enfin, comment on pourrait faire pour les attirer, les sensibiliser? De nos jours, comme je disais, les réseaux sociaux, je pense que c'est une grande, comment dire, un accès, quoi, un accès à ces informations-là qui est puissant. Il y a des gens qui font des trucs vraiment super sur TikTok notamment, avec des prises de position, des recommandations, des mises en avant de personnalités, d'artistes, et qui va toucher les jeunes aussi, parce que ce sont des jeunes qui s'y intéressent aussi. Donc ça, c'est vraiment cool. Et je pense que investir les réseaux sociaux, si on veut permettre voilà, d'ouvrir et de partager ces connaissances-là, je pense que c'est vraiment très, très chouette. Moi, je le vois sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram et sur TikTok. Déjà, on n'a pas du tout la même population. Sur TikTok, j'ai beaucoup plus de jeunes, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même un élan un peu féministe qui ressurgit. Un ras-le-bol, en fait, hein, je pense, voilà, de tout, des inégalités, des violences qu'on subit. Et ces jeunes-là, elles sont de plus en plus, j'ai l'impression en tout cas, elles s'intéressent de plus en plus tôt, en fait, à ça. Moi, je sais qu'à leur âge, j'avais absolument pas conscience de tout ça, en fait. Et il y a des jeunes, ouais, elles me parlent et je me dis, mais ouais, elles sont vraiment très au taquet, quoi. Et donc, bah, je dirais, voilà, les réseaux sociaux. Et puis après, sinon, essayer de trouver des œuvres qui sont accessibles. Ça peut être des films très grand public, mais qui vont faire naître des informations, des petites choses, notamment bah, Barbie. On peut ne pas l'avoir aimé parce que on va trouver que ça a été très simpliste et que moi, j'ai pas adoré le film, mais par contre, bah, ça peut permettre d'éveiller des consciences à un certain niveau pour certaines personnes. Ça peut être des bandes dessinées très faciles à lire qui permettent aussi de développer certains concepts. Et puis oui, voilà, après des discussions ne plus se taire, en fait, ne plus se taire quand on assiste à des inégalités ou à des blagues sexistes, voilà, de la misogynie, et oser se montrer, oser aussi intervenir sur Internet, par exemple, quand on est une meuf, parler de ses potes et de ses copines créatrice de contenu. Même si on est intimidé, même si on subit, voilà, pas forcément que des bonnes choses sur Internet, il faut qu'on soit présente et il faut qu'on investisse l'espace aussi, quoi. Et ça, c'est intéressant parce que la dernière fois, j'ai publié un commentaire et j'ai reçu une vague de haine. Et en fait, j'ai Mm. supprimé le commentaire. Ouais. En fait, en t'écoutant, je me dis, mais j'aurais pas dû, j'aurais dû le laisser. C'est normal, en fait. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé aussi de laisser tomber, soit de pas publier de commentaires en me disant, je sais que ça va être compliqué, donc je laisse tomber, soit en effet de supprimer. Mais maintenant, de plus en plus, bah, plus on le fait et plus on a l'audace de le faire, plus c'est simple, en fait. Plus tu commentes et tu discutes avec les gens, plus tu te rends compte que les autres, ils n'ont pas la science infuse non plus. Et en fait, ce qui fait peur, en effet, c'est l'effet de masse, c'est le harcèlement, et malheureusement, on ne devrait pas avoir à subir ça en exprimant un simple point de vue. J'essaie de plus me faire intimider par ça. J'essaie de plus de fermer les yeux, en fait, de dire, hop, je switch mon portable off et laisse passer du temps. Et puis, 2 heures après, j'y retourne et je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de lui répondre finalement? Hop, supprimer. Ou alors, après, je vais me dire, mais pourquoi je me suis tant énervée pour sa réponse alors que sa réponse, elle est nulle, en fait. Enfin, tu vois, quand on prend vraiment le commentaire directement, il est très blessant sur le coup. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je laisse couler. Et puis souvent, ça va mieux. C'est une pratique qu'il faut, quand on en a envie, évidemment, parce qu'il ne faut pas se forcer, mais quand on sent qu'on a envie de prendre la parole sur Internet, il faut le faire. Il faut le faire et il faut parler aussi avec les autres, hein, essayer de se constituer une petite communauté qui sera là pour te soutenir, parce que ça peut être très dur psychologiquement. Je sais que moi, j'ai fait une interview pour Combini. J'ai pas été voir les commentaires plus que ça, en fait, parce que je savais que ce serait compliqué et ça servait à rien. Donc, pour me préserver, j'y suis pas allée. Mais je sais qu'il y a des gens qui m'ont défendu, qui y sont allés, eux, pour prendre ma défense et pour bah, me soutenir. Et donc, ça fait du bien de voir ça, de se dire qu'on n'est pas seul dedans. Et que, voilà. Mais j'ai réussi aussi à pas. Des fois, il faut pas y aller, quoi. Des fois, ça sert à rien parce que quand c'est trop personnel et que. Moi, j'avais fait mon action, je savais que ça aurait un impact.
Et ça servait à rien d'aller débattre avec les idiots dans les commentaires, en fait. C'était pas ça servait à rien. Des fois, il faut essayer de faire la part des choses dans ce qui est vraiment utile. Est-ce que débattre avec Jordan du 12, ça vaut vraiment le coup? Ou est-ce que, bah ouais, là, il a une grande visibilité, donc il faut que je m'empare de ce sujet aussi pour lui faire comprendre que ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, c'est pas bien. Il faut faire la part des choses et voir si c'est pas plus de problèmes et plus de ouais, le problème pour ta santé mentale à toi, quoi. Il faut aussi te préserver, quoi, voilà. C'est un juste milieu à faire. C'est une grande force que tu as de réussir à prendre du recul, laisser retomber et puis après, réfléchir, là-dessus. Ça doit pas être, tous les jours évident. Non, mais après, c'est ça, c'est que c'est avec le temps, hein, parce qu'au début, c'était je répondais aux commentaires, il y avait une genre de lutte, acharnée entre la personne et moi et ça servait à rien, en fait. C'est avec le temps où, à force d'en avoir aussi, tu t'y habitues et tu te dis: «Bon, ça sert à rien, je vais pas me prendre la tête, je vais pas gâcher ma soirée là tranquille, à regarder un film, pour ça, en fait, c'est trop débile». Donc je pense que c'est vraiment, ouais, juste une pratique à c'est comme, comment dire? Les gens qui prennent la parole, qui sont des grands orateurs et des grandes oratrices, tu les vois et tu te dis: «Mais c'est incroyable comment cette personne s'exprime et elle est, époustouflante». C'est qu'une question d'habitude aussi, hein, c'est une question de pratique, c'est ton cerveau qui, à force, s'habitue, sait comment réagir, c'est que ça, en fait et c'est tout comme ça. C'est un bon moyen aussi d'essayer de battre le syndrome de l'imposteur, l'impostrice. Faire les choses plusieurs fois, répéter, répéter et en fait, à force, tu as plus de facilité, quoi et donc ben, ça vaut aussi pour, se montrer et s'exprimer sur les réseaux sociaux notamment, mais ça peut être partout pareil. C'est juste, voilà, essayer des fois un petit peu de se forcer à faire certaines choses si on en a envie évidemment encore une fois, mais c'est aller à l'encontre de l'a priori, de la peur de ce qu'on pourrait avoir parce que des fois, c'est aussi en tant que meuf, on nous forme aussi, hein, beaucoup à avoir peur, à se protéger. On est des éternelles victimes, quoi et des fois, il y a aussi alors oui, on est victime de plein de choses, ça c'est vrai, hein, mais des fois, c'est aussi bien de se rendre compte qu'on est forte, en fait. Qu'on est forte, on fait des trucs de fou, quoi. On vit des trucs de fou, on subit des trucs de fou et on est encore là, en fait. Donc il y a un moment où il faut y aller. Comment, ça t'est venu de rendre les choses, faciles, compréhensibles et comment tu le fais à travers, tes illustrations? Alors ce que je disais aussi, c'est que j'aime beaucoup l'humour. Voilà, j'aime bien, des petits jeux de mots, des petites punchlines parce que souvent ça va attirer l'attention des gens et donc ça va les faire un peu sourire, ça va susciter leur intérêt, quoi et je me suis beaucoup inspirée d'autres créatrices de contenu, notamment, Noémie, de, Médusa Gorgone, Blanche de La Nuit Remue Paris, qui font des contenus, bah, des mini BD aussi et qui ont différents styles de s'exprimer et de voilà, de parler de féminisme, mais pas que. Et en fait, moi, j'avais envie de me démarquer avec ma propre personnalité. Et ouais, j'ai remarqué qu'en faisant des petites scénettes, ça marchait plutôt bien. Que moi, ça me parlait. En fait, je pense qu'il faut faire quelque chose qui te parle toi, qui te parle à toi, parce qu'il y a forcément des gens qui fonctionnent comme toi et à qui ça va parler. Voilà, tout simplement. Et tu vas attirer les gens qui, ben, du coup, se retrouvent dans ce que tu dis ou ont vécu des choses un peu similaires ou un peu le même, oui, la même façon de voir les choses, quoi. La simplicité, ouais, c'est de trouver des petites scènes de vie, des moments où je me suis souvenue, que, mon père m'avait dit ça ou, mon collègue m'avait dit ça ou quand j'étais jeune, j'ai vécu ça et qu'est-ce que j'aurais aimé dire si j'avais eu, le répondant à l'époque, par exemple? Ou qu'est-ce que j'aurais aimé dire si j'avais pas peur, de me prendre, de me prendre une claque ou un truc. Enfin, tu vois, il y a aussi ce truc de pas de revanche, mais un petit peu quand même. C'est difficile de fois d'avoir ce rôle de la casseuse d'ambiance et de celle qui te remet à sa place, parce que tu pas envie de tout le temps être cette personne-là. Il y a des fois où tu as envie d'être tranquille et que quand il y a une personne qui dit un truc sexiste, tu sois en mode, j'ai envie d'être tranquille en fait, parce que c'est constant. Et donc du coup, avoir un échappatoire sur les réseaux sociaux où tu le mets en avant et où tu reprends tonton Robert, qui et bah, ça fait du bien et peut-être que la prochaine fois, ça te donnera le courage ou la force
de vraiment le dire parce que tu sais qu'il y a d'autres personnes qui pensent la même chose. Bah, c'est peut-être ça aussi que j'aime bien faire, c'est peut-être essayer de se dire, au quotidien, quand c'est trop dur, sachez que vous êtes pas les seuls à vivre ça et que c'est dur pour tout le monde et que peut-être, ben, une prochaine fois, vous saurez le faire, vous pourrez le faire et si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais faites de votre mieux, quoi. Puis des fois, quand on vit une situation, on se dit: «Ah mince, j'aurais dû répondre Ouais, ça» et puis on l'a pas fait. Donc de l'écrire, peut-être que ça donne aussi, l'habitude d'avoir un peu plus de de répondre, répondants et de ouais. savoir, quoi répondre. Il y a des gens qui m'ont déjà dit, «Ah punaise, je j'avais jamais pensé à dire ça, merci», et en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a même des gens dans les commentaires qui me donnent des fois des punchlines ou des fois des et je me dis: «Mais c'est super intelligent, j'y avais pas pensé, quoi», et donc ça permet de oui, c'est ça, de donner des idées aux autres et de leur donner de l'assurance, quoi, de donner de l'assurance heu, à ces personnes, quoi, qui des fois se sentent un peu, désemparées et en fait, les personnes qui sont en général sexistes et misogynes, ce sont des personnes qui ont des aplombs et des culots monstres, quoi, qui vont te dire des trucs en toute normalité, parce qu'en fait, il y a eu une grande partie de leur vie où c'était OK, quoi, de dire ça. Et donc toi, tu te retrouves un peu, désemparé, quoi, quand tu as accès à enfin, quand on te donne ce genre de de réplique, tu te dis: «Waouh, c'est on peut dire ce genre de choses, c'est OK, non?» Donc ouais, voir que sur les réseaux sociaux, les gens, voilà, ça les indigne aussi, et qu'en fait, on vit un peu tous et toutes ce genre de choses, chacune et chacun de notre côté, bah, je trouve que c'est ouais, c'est fort, quoi. C'est ça me fait écho quand il dit qu'ils osent dire des choses avec culot et que, en fait, je me dis toujours: «Mais pourquoi? C'est nous qui nous taisons alors qu'on est plus proche de, un comportement, «normal» entre guillemets et que eux qui tiennent des propos complètement, aberrants, sexistes, racistes ou, que sais-je, bah, ils osent parler en fait, ils osent le dire et en plus sans état d'âme et Ouais, hein, c'est et le c'est combat de parce que pour eux, c'est ça la normalité, en fait. C'est que c'est toi qui es pas normal, en fait. C'est toi qui est, bah, qui est chiant, en fait, et qui est, enfin, tu vois? Ils sont dans cette normalité-là du patriarcat, d'une société, raciste, hem, c'est normal de se comporter comme ça, de dire ce genre de choses, c'est admis, c'est même, vivement, on va dire, pas conseillé, mais enfin, tu vois, il y a des endroits où il faut se comporter comme ça, quoi, pour être accepté, donc pour eux, c'est normal. C'est toi qui est pas normal, quoi. Il y a puis mmh. si on part du principe que normal veut dire quelque chose, tu vois? Donc ouais, c'est ça, c'est-à-dire c'est tout un travail de déconstruction qui est pas fait et qui sera peut-être jamais fait, donc toi, quand tu arrives avec, tout ce que tu as déconstruit, toutes les choses que tu sais, tes petites lunettes de féministe, bah, ouais, il y a un gros clash, quoi, entre ces personnes-là qui ont pas du tout le même vécu, des fois qui ont les mêmes vécus, hein. Ça peut être des meufs, qui ont vécu un tas de violences sexistes et sexuelles, mais qui ont pas envie, de voir ça. Parce que c'est trop dur aussi, hein, de réaliser tout ça, hein, de te rendre compte de tout ce que tu as pu vivre, que c'était des violences. Il y a plein de meufs qui vivent des viols, et qui le diront jamais et qui pour elles, se sont parce que c'est trop compliqué et je peux comprendre en fait sa façon chacune sa façon de gérer un traumatisme et des violences et donc c'est compliqué, ouais c'est de toute façon c'est ouais, c'est très difficile de surtout en plus quand c'est des personnes que tu connais, enfin Mmh. très difficile, hein, de communiquer quand il y a vraiment des avis, très opposés. Et puis il y a un enjeu derrière, qui est la relation donc en Bah ouais, fait, on peut pas non plus, du jour au lendemain, enfin, tout remettre en question et même si des fois je me suis posé la question avec, certaines personnes de me dire: «Bah, est-ce que comme c'est vraiment trop à l'encontre de mes valeurs et que c'est ouais. trop dur en fait d'écouter ça, qu'est-ce que je fais?» Même si Mmh. c'est une amitié de longue date, est-ce que, Ouais, c'est pas évident. C'est des mmh mh. Moi, je suis un peu partisane de changer les gens petit à petit, en sachant qu'il y a des gens que j'arriverai jamais à changer, parce que c'est voilà, mais avec mes propres opinions, mes réflexions et puis tout ce que je consomme, donc les livres, les docus, les films, les comptes, de personnes, qui voilà, qui vont traiter de certains sujets et cetera. Les podcasts, tous ces trucs-là, bah, moi après je rediffuse les informations aux personnes qui en sont pas là ou qui sont pas du tout, ouvertes à ça, qui sont réfractaires
il y a des gens avec qui tu sais que tu vas pouvoir communiquer, d'autres non. Donc, c'est aussi voilà, des choix. Est-ce que ces personnes-là t'apportent? Qu'est-ce qu'elles t'apportent dans ta vie? Est-ce que c'est vraiment des personnes importantes ou pas? C'est toute une série de questions qu'il faut se poser, je pense, il faut aussi que ce soit en adéquation avec sa personnalité à soi. Parce que quand on a une personnalité très extravertie, très rentre dedans, ça peut être bien de rentrer dans les débats et on sait que tu es comme ça et ça va le faire. Et quand tu as une personnalité plus calme, où tu pas forcément envie de rentrer dans des débats parce que tu sais pas faire et ça te plaît pas, bah, il faut trouver d'autres façons de conjuguer avec tout ça. Est-ce qu'il y a des figures féministes ou des artistes qui t'ont particulièrement marqué? Oui, il y en a beaucoup. Je pense que j'ai noté parce que je me suis dit que ce serait plus simple, mais il y en a de toute façon beaucoup et il y a énormément de choses qui existent qui font qu'on peut trouver des artistes qui vont nous parler. Ça existe, c'est sûr. Donc, moi, je dirais que les premières personnalités et artistes qui m'ont fait m'intéresser d'ailleurs à ce sujet, je dirais qu'il y a Pénélope Bagieux et Digli, qui sont des illustratrices évidemment, et donc et qui m'ont permis de me rendre compte que ça pouvait être quelque chose que je pouvais faire aussi et que j'aimais beaucoup ce qu'elles faisaient, de toute façon, que ce soit artistique, visuel, esthétique, qu'au niveau du sujet traité. Il y a en tant que chanteuse et compositrice, je dirais Anne Sylvestre, que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça et que j'adore maintenant. J'écoute très souvent ses chansons et je trouve ça fou qu'il y ait des chansons qui à cette époque-là, qui soient sorties et sur ces thèmes-là, avec ces revendications-là et enfin, en fait, je me dis, entre mon père et Anne Sylvestre, il y a pas tant d'écart, tu vois? Mais c'est tellement 2 personnes différentes mais dans quel monde elles ont évolué? Mais elles ont pas du tout évolué dans le même monde, c'est pas possible et en fait, si. Et donc ouais, je trouve ça trop cool d'avoir des personnalités, qui sont d'autres générations parce que ça donne aussi de l'espoir sur le fait que c'est pas qu'un truc de jeunes, que les féministes 2.0, machin. Non, en fait, c'est des féministes, il y en a toujours eu et vous les écoutiez pas, c'est tout. Et ou alors vous les comment dire? Vous les remettiez en question et vous trouviez que c'était pas des personnes intéressantes ou normales. Enfin, en tout cas, bref, vous aviez pas envie de les voir, mais elles ont toujours existé et je trouve que c'est des exemples pour nous, quoi, des modèles de personnes qui peuvent nous inspirer. Donc ouais, Anne Sylvestre et puis des personnalités que j'ai découvert au fur et à mesure, qui sont pas forcément des artistes. Je vais penser à Camille et Justine qui sont, qui tiennent un compte Instagram, mais aussi une chaîne YouTube, et Camille qui est humoriste et Justine qui est actrice et qui a produit, enfin sorti un court métrage, une série de courts métrages, et qui sont très militantes, très engagées et dont j'aime beaucoup le ton. Il y a Salomé Saké qui est journaliste et qui enquête sur plein de sujets liés notamment à l'écologie, mais plus globalement du militantisme euh, aussi politique, etc. Donc très très intéressante. Et il y a Rokhaya Diallo que j'adore, que je trouve c'est un modèle cette meuf. Je trouve sa façon de s'exprimer tellement forte et tellement je sais pas, je trouve que elle a une aura, elle a un truc, cette meuf. Je la trouve impressionnante. Et donc, j'adore regarder ses prises de parole ou écouter son podcast avec Gracie, Kif Taras. Voilà. Trop bien, merci. Ça me donne des inspirations au passage aussi. Ouais. Même s'il y en avait que je connaissais, il y en a que je vais découvrir. Trop bien. Ouais, et puis il y a un tas de personnes sur les réseaux sociaux que j'ai pas presque, il faut faire une liste, mais il y a un tas d'influenceurs, d'influenceuses, de créateurs et créatrices de contenu qui s'intéressent au féminisme, mais aussi à l'antiracisme, aux, aux luttes LGBTQIA+, au validisme, à la grossophobie. Il y en a un tas, et qui sont vraiment très, très intéressantes. Et donc, il faut creuser, il faut un petit peu diguer mais elles existent, ces personnes-là, et elles font un boulot de ouf. Et heureusement, ça fait du bien. Ouais, c'est clair. Sur ton compte, tu utilises le terme révolté pour te décrire.
Est-ce que à l'heure actuelle, ta colère, elle est toujours présente? Est-ce que tu as réussi à l'apaiser? Est-ce que c'est par vague? Qu'est-ce qui t'anime quand tu crées et en ce moment? Alors oui, révoltée, bah, parce que, il y a pas un jour où je me révolte pas pour un truc. Comme on disait, les lunettes de féminisme font que tu es obligée de te révolter toujours, et puis parce que c'est pour moi, c'est une bonne chose de se révolter. Ça veut dire qu'on a encore envie et que, on a encore son libre arbitre et qu'on a encore des choses à dire, quoi. Et ouais, en fait, c'est comme tu le disais, ça dépend des fois. Il y a des fois où je suis en colère et où j'ai besoin de l'exprimer et il faut que voilà, que je le fasse, peut-être, sur mon compte ou dans ma vie privée. Et il y a parfois où je pense que j'ai besoin de faire une pause et de laisser la colère un petit peu s'éteindre parce que ça fait du bien aussi de pas être en colère. La colère, c'est moteur de plein de choses et c'est très positif, je trouve. Mais il y a aussi, ça fait aussi beaucoup de mal, heu, à soi, quoi. On n'est pas en paix et on a du mal à avancer quand on est en colère, je trouve. Donc il faut essayer enfin, je trouve en tout cas moi, il faut essayer de trouver un juste milieu pour qu'on soit à la fois assez révolté et assez, conscient et consciente de ce qui se passe et de voilà, essayer d'y réagir, mais aussi d'avoir une vie, qui soit épanouissante et que parfois il y a des qu'on fasse des choses qui soient à l'encontre de notre militantisme parce que c'est la vie en fait, on n'est pas des personnes parfaites. C'est pas ça qu'il faut chercher en fait. Il faut pas chercher à la perfection, il faut pas chercher à être constamment, la personne militante parfaite comme on dit, comme il faut être et cetera. Bon, ça marche pas pour moi. On se fait plus de mal qu'autre chose et on culpabilise et on n'avance pas si on pense trop à ça. Il faut essayer de s'éloigner un petit peu de cette vision individuelle, du militantisme, mais à voir un petit peu à comment on agit, dans le collectif et à notre façon pour que l'information et pour que la lutte, elle prenne de la place et elle grandisse aussi, quoi. Moi, je me dis, grâce à mon compte Instagram, j'arrive aussi à parler de certains sujets, grâce au contenu que je consomme et que j'essaie de régurgiter d'une certaine façon auprès de mes proches, encore une fois avec mon compte Instagram, je fais voilà, j'ai un impact et à côté, bah, ouais, des fois, quand il y a une personne qui va dire un truc sexiste, si j'ai pas la foi d'y répondre, bah, tant pis, faut pas que je me flagelle ou que je m'auto-flagelle, mais ça peut être cool si la prochaine fois j'arrive à tu vois? Je pense qu'il faut, voilà, il faut essayer de se déculpabiliser un petit peu et de voir un petit peu, voilà, de l'impact qu'on a quand même au global qui même si on n'est pas militant, un militant, très, actif, on va dire, je pense qu'on a tous et toutes un impact, en fonction des valeurs qu'on a envie de propager et voilà et plus on s'informe, plus on s'éduque à ces sujets-là et plus on communique les informations, mieux on les communique et ça permet, voilà, de sensibiliser à certains sujets, quoi. On parle beaucoup du féminisme depuis le début, mais tu es aussi engagée sur plein d'autres sujets, entre autres comme la Palestine et l'islamophobie. Tu ressens quoi vis-à-vis de ça? Je dirais beaucoup de tristesse, de la tristesse, un peu de mépris, on va dire. Un peu de mépris pour les gens qui se font des idées très, arrêtées sur un sujet et qui n'ont pas envie de savoir, en fait, hein. Parce que c'est sûr qu'il y a des personnes quand on est jeune, quand on qu'on s'intéresse pas à tout ça, je comprends. Moi, j'ai été jeune et la cause de la Palestine et cetera, je savais pas à l'époque. Mais il y a un certain moment où quand on s'intéresse un peu, au sujet, global, on va dire, bah, je trouve ça un peu dommage de s'en tenir à une version, sachant tout le contenu qui existe maintenant pour éduquer sur le sujet. Tu Arte, déjà qui fait un travail, incroyable et puis tu as tous les créateurs et créatrices de contenu qui ces personnes-là se sont renseignés, vous donnent les clés et donc quand je vois des gens qui, regardent juste la télé et vont regurgiter un discours, qui est pas forcément réaliste, ça me rend triste et ça me rend triste parce qu'en fait, il y a des vies qui sont en jeu, des vies, d'enfants, de personnes qui ont rien demandé et en fait, ce truc de se dire que ça arrive loin, ça nous touche pas, c'est vrai, en fait, c'est ça.
Parce que si ça arrivait dans le village d'à côté, mais enfin, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je trouve ça trop triste, quoi. Je trouve ça trop triste qu'on se rende pas compte, de ce qui se passe et de ouais, l'islamophobie, qui est ultra présente dans notre société. Je sais pas comment on fait pour pas le voir, en fait, c'est ça qui m'embête. C'est que j'ai du mal à me dire: «Mais comment on peut pas se rendre compte? Comment on peut pas, objectivement et sans faire preuve de mauvaise foi, se rendre compte qu'il y a un problème, qu'il y a des gens qui vivent des inégalités et des discriminations que nous, on vit pas, en tant que personne blanche, par exemple. Je veux dire, moi, je sais qu'il y a plein de choses que j'ai pas vécues parce que je suis blanche, je le sais. C'est sûr, en fait, enfin, tu vois? Et dans ma famille, j'ai une tante, par exemple, qui son père était, berbère. C'est pas mon grand-père, c'est le grand-père adoptif, le père adoptif de ma mère. C'est un peu compliqué, mais en tout cas, ma tante, c'est son vrai père. Elle a donc un nom à consonance, bah, Haddad, c'est son nom de famille. Hem, Elle a dû, changer, de nom sur son CV. Je sais que moi, en tant que blanche, je me fais pas, contrôler, en voiture, régulièrement. Enfin, genre, c'est tellement rare. Il y a voilà, il y a des privilèges, il y a des choses qu'on vit ne pas le s'en rendre compte et ne pas entendre que des gens ont pas la même expérience de vie, bah, je trouve ça triste parce que ça a des répercussions et notamment, bah, voilà, des conflits et des gens qui meurent, quoi. Enfin, je sais pas, c'est voilà, c'est la tristesse et c'est l'incompréhension aussi, ouais. Comment ils font, selon toi, pour pas se rendre compte? Est-ce que c'est parce qu'ils s'ouvrent pas aux autres? Est-ce qu'ils se renseignent pas? Est-ce que peut-être qu'ils ont pas de personnes dans leur entourage qui ont vécu des choses difficiles? Enfin, c'est Ouais, ouais, c'est un peu de tout ça, en effet, je pense. Quand tu as pas de personnes proches de toi qui vivent ça, te tu peux pas, comment dire, te rendre compte et puis surtout, donner du crédit au discours des autres. Quand c'est quelqu'un que tu connais et que tu apprécies déjà, tu vas être un peu plus enclin à accorder ta confiance et à dire: «Ah oui, c'est vrai, il y a ce truc de proximité, hein, c'est pas ce qu'on te raconte, à la télé», donc c'est la facilité aussi de la vie. Il y a des gens qui ont une vie très chargée, quand tu dois t'occuper des gosses, aller au boulot, t'occuper de ta baraque, tu mets ton BFM TV et puis après tu vas te coucher et puis tu retournes au boulot et puis tu t'occupes de tes gosses, tu vois? Et donc du coup, c'est plus facile de de voilà, se voiler de la face, croire ce quoi. qu'on te dit. Est-ce que tu as pas envie de t'embêter à te dire: «Attends, mais est-ce que machin?» Bah, la vie, elle est pas simple, en fait. Et donc du coup, je pense que, ouais, il y a ça et puis il y a des personnes qui ont beaucoup de biais racistes, de base et donc c'est très compliqué de déconstruire parce qu'eux ont des croyances et les croyances, c'est très, très dur de s'en défaire. C'est un des trucs les plus compliqués, à remettre en question, quoi, les croyances. Il y a tellement de raisons aussi, hein. Moi, je suis pas assez calée sur le sujet. Heu, ah bon, le racisme est présent depuis, tellement longtemps que ça s'est construit, et ça s'est, infusé en nous. Je pense que c'est compliqué du jour au lendemain, se rendre compte, de tout ça. En fait, c'est un travail, qu'il faut faire voilà, qu'il faut faire soi-même, sur se renseigner, sur éduquer les paroles des autres et si en effet à la télé, on avait beaucoup plus de programmes qui en parlaient et qui mettaient en avant, ce racisme systémique, l'islamophobie, qui expliquaient en quoi, le conflit, israélo-palestinien, bah, qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle vraiment? Si on avait vraiment de la vraie pédagogie et des médias qui faisaient un vrai boulot de journaliste, on va dire, bah, ce serait peut-être mieux, ça irait peut-être mieux, le climat, social ce serait mieux quoi, en tout cas dans ce qui concerne ce sujet. En conclusion, il faut couper la télé. Ouais, mais tu sais, même avec les réseaux sociaux, en vrai, je dis la télé Ouais. parce que c'est vrai que la télé, il y a un son de cloche, quoi. Mmh. Enfin, ouais, il y a pas énormément de sons de cloche alors que les réseaux sociaux, enfin internet en tout cas, tu as beaucoup de médias mais si tu restes sur ton média, est-ce que c'est que fonctionnent comme ça les réseaux sociaux aussi, hein, les bulles de centres d'intérêt, je sais plus comment ça s'appelle, mais bah, tu dans même nous, enfin même moi, je veux dire, on est dans des façons de penser et on reste entre nous et on a du mal à s'ouvrir aux autres façons de penser et donc du coup, bah, ça entretient aussi, cette façon de voir les choses et quand tu es, sur ton Facebook ou sur ton Twitter et que tu as que des personnes d'extrême droite et que, bah, c'est pareil quoi. Tu vas pas aller t'ouvrir aux autres. Donc ce qui est bien, c'est que vraiment avec internet, tu as plein de médias indépendants qui pourront te permettre d'avoir d'autres sources, d'autres façons de voir les choses. Donc théoriquement, tu as les moyens, mais après il faut pouvoir et avoir envie de les trouver ces médias et Comment tu vis, l'exposition de ton travail sur, Instagram, notamment sur, tous ces sujets? je dirais qu'Instagram, ça va parce que c'est assez préservé
Mon travail, enfin mes posts, sont, généralement quand même montrés à des personnes qui sont déjà soit acquis à la cause ou qui vont pas être forcément très réfractaires. C'est bien fait, hein, ça va montrer les choses qui t'intéressent, donc forcément les gens qui sont intéressés par mon contenu, vont voir mon contenu. Donc je suis assez préservée, sauf, bah, si, le contenu va dépasser un petit peu, les sphères, habituelles. Moi, j'ai pas encore énormément d'abonnés, donc ça va aussi dans le sens où dès que je fais un post, ça fait pas, des millions de vues. Donc sur Instagram, ça va. Voilà, il y a eu quelques fois des 2-3, événements, mais rien de très, j'ai pas vécu de harcèlement. Donc c'est plutôt positif, tant mieux. J'aimerais que ça continue. Sur TikTok, c'est autre chose. TikTok, c'est c'est un peu comme Twitter, donc c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que là, tu vas avoir un nombre de personnes très variées qui vont tomber sur ton contenu. L'avantage, c'est que ça le montre à énormément de gens, donc t'es pas toute seule normalement. Il y a d'autres gens qui vont tomber dessus et qui vont répondre aux commentaires et cetera, donc généralement, ça se fait un peu tout seul, enfin, en tout cas pour moi, ça se fait tout seul. Les gens se répondent entre eux et voilà, donc c'est plutôt positif. J'ai pas forcément toujours à intervenir, donc ça, c'est cool et ça fait du bien de voilà, de se dire que t'es pas toute seule à vivre à lire des commentaires de gens, bah, ou même des commentaires de mascu, enfin des trucs des fois où tu te dis: «Waouh». Donc heureusement que je suis pas toute seule. Puis c'est drôle parce que des fois j'ai des là dernièrement j'ai eu un gars qui me disait, «Oh là là, pourquoi je tombe sur ce genre de contenu?» En se disant: «C'est de la merde et tout», et je lui dis: «Mais tu sais que si tu tombes là-dessus, c'est parce que tu viens de commenter déjà et que tu passes du temps sur mon contenu». Il me dit: «Oui, mais c'est l'algorithme et tout». Moi j'ai rien demandé. Je suis: «Bah en fait c'est ça justement, c'est que tu es en train de l'alimenter là, donc arrête si tu as pas envie que ça arrive». Donc je l'ai plus vu après. Mais il y en a qui reviennent souvent à chaque fois que je publie, les mêmes reviennent, je connais leur pseudo, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'ils font là à chaque fois?» C'est pour me dire qu'ils sont pas d'accord, que machin, et que je peux comprendre que tu sois pas d'accord et tout, mais tu te fais du mal, tu vois? Parce que souvent, tu vas avoir un tas de meufs et même des fois de mecs qui vont répondre et qui vont te dire que tu dis de la merde, donc qu'est-ce que tu cherches, quoi? Donc ouais, donc je dirais que je le vis quand même plutôt bien, et puis en plus, là, dernièrement, j'ai quand même ralenti mon rythme sur les réseaux sociaux, où j'ai des projets, à côté, donc ça me prend beaucoup de temps et donc je suis moins de temps pour les réseaux sociaux, et puis, je me suis rendu compte que plus je passais de temps et plus pareil, c'était difficile pour ma santé mentale parce que tu as aussi ce truc de productivité, de vouloir, augmenter ta visibilité parce que comme j'ai des projets à côté, j'ai envie d'avoir un peu de visibilité pour pouvoir, quand je lancerai mes projets, atteindre du monde. Donc tu as toujours un peu cette culpabilité de te dire: «Ah ouais, là, je devrais bien, publier un truc parce que ça fait longtemps que tu as pas publié» et cetera et cetera. Tu te compares aux autres, tu te dis: «Ah ouais, elle fait des trucs vraiment bien, bah, c'est normal qu'elle ait autant d'abonnés» parce que enfin, tu vois? Alors que bon, je gagne rien avec, Instagram, hein, donc calmos, tu vois? Mets pas mets ne te mets pas autant la pression. C'est un réseau social, donc j'essaie, voilà, de prendre un peu mes distances, d'être un peu moins, esclave, on va dire, de cette plateforme-là, et voilà, dès que j'ai une petite idée, une petite envie, un élan de motivation, je vais publier. Mais du coup, quand tu publies moins, bah, forcément, tu as aussi moins exposé, donc bah, tu as moins tu as pas ces points positifs de tu as plus de croissance, tu as plus de gens qui viennent t'abonner à ton contenu et cetera, donc tu ralentis un petit peu ta visibilité, mais tu as aussi moins de trolls et moins de commentaires, négatifs, et donc moins de stress dans ta vie. Voilà. Je repense à ça, mais on parle beaucoup, du coup des nanas féministes, hein, des meufs féministes, mais qu'est-ce que tu penses, des hommes alliés féministes? Est-ce que, bah, c'est possible déjà, je connais la réponse, mais d'être un homme et d'être féministe? Et puis si oui, bah, comment, les rallier à la cause et comment les embarquer aussi, bah, pour qu'ils deviennent à leur tour alliés aussi? C'est un sujet qui est un peu compliqué parce qu'il y a des gens qui vont te dire, «Non, c'est impossible que les hommes soient féministes parce qu'ils ne savent pas ce que c'est d'être une femme», et il y a des personnes qui vont dire: «Bah si, c'est essentiel qu'il y ait des hommes féministes pour nous aider à battre le patriarcat» et cetera. Je sais pas comment me positionner encore. C'est encore, un grand sujet pour moi aussi. Parce que par par exemple, le fait que je sois en couple avec un mec cis, hétéro, je vois que c'est un homme qui, lui, serait un bon allié, qui est prêt à entendre des choses, à se remettre en question, et qui comprend, ce que je vis et ce qu'on vit en tant que meuf et les inégalités, et qui, au fur et à mesure du temps, adhère à tout ça. Mais ça reste un mec qui a sa vie de mec et qui a été éduqué en tant que mec,
et qui est perçu comme mec, et donc qui a pas du tout cette vie-là. Pour les tâches, la charge mentale, les trucs comme ça, c'est encore, enfin, tu vois, c'est un sujet, quoi. C'est Et puis, enfin, voilà, pour toutes ces raisons-là, il y a ce truc de tu sauras jamais vraiment ce que ça fait, quoi. Mais en même temps, si tu y réfléchis, en tant qu'antiraciste, par exemple, je suis pas victime de racisme. C'est quoi ma place dans tout ça? Donc je dirais, j'essaie de transposer à ça, en fait. Je dirais que du coup, moi, je m'imagine en tant qu'allié, ben, consommer du contenu de personnes qui sont concernées, de personnes victimes de racisme, et écouter ce qu'elles ont à dire, me remettre en question, voir à quel point moi j'ai des biais, parce qu'on en tant que personne, tout le monde dans tous les cas, hein, on est impacté par le racisme. C'est obligatoire, comme on est impacté par le sexisme. Et donc, comment moi, à mon niveau, je peux faire évoluer les choses? Via ma plateforme, donner la voix à des personnes, qui parlent de ces sujets-là, recommander des œuvres, des personnes qui parlent de tout ça. Là, par exemple, il y a un livre que je suis en train de lire, il faut que je termine, Mécanisme du privilège blanc, du compte Instagram Semblant de rien, qui est très intéressant parce que, qui est à destination des personnes blanches. Donc, l'idée, c'est de le lire, voilà, et de se remettre en question, et surtout, il y a plein de petits tests, plein de petits exercices. Il y a notamment un exercice, qui a été fait par, une, je crois que c'est une université américaine, qui te fait répondre à des questions, et en fait, qui te dit à quel point, tu es impacté par le racisme, enfin, pas impacté, mais en tout cas, tu as du racisme un petit peu en toi. Je dis comme ça, mais bon, c'est pas vraiment le bon terme. Et en fait, oui, ça m'a dit que j'avais, un biais, et c'est à prendre avec des pincettes parce que tu des termes à des photos, et cetera, et donc mais je me suis dit: «C'est vrai, en fait». J'ai eu plus de facilité à associer le positif avec une personne blanche que le positif avec une personne noire, et c'est inconscient, quoi. Et donc du coup, il faut travailler là-dessus, et le jour où, parce que ouais, par exemple, des fois quand je vois une série avec des personnes noires, je me dis: «Ah, trop bien». Bah non, en fait, ça devrait être normal, j'ai pas à dire: «C'est trop bien», genre, bah ouais, c'est juste une personne avec des gens dedans, quoi. Mais ça, c'est encore un truc qui va prendre du temps parce que, c'est par étapes, tu vois? Donc, ça, c'est pareil pour, je dirais, le féminisme et les alliés. En fait, les mecs devraient consommer du contenu, écouter les meufs, leur laisser la parole, leur donner de la place. Voilà, je le vois un peu, j'essaie de le mettre en parallèle comme ça. Donc je sais pas si on peut dire que, c'est des hommes féministes ou des hommes alliés. J'ai du mal, en fait, à mettre un terme vraiment. Je dirais juste que, moi, c'est comme ça que j'imagine une personne qui m'aiderait dans cette lutte et qui m'aiderait en tant que meuf. Après, j'entends, tous les autres arguments et les façons de voir. Il y a des meufs qui ont été tellement violentées par des mecs qui les imaginent absolument pas dans leur lutte, et franchement, je peux le comprendre, parce qu'il y a aussi tellement de mecs qui ont manipulé et qui se servent de cette lutte pour, encore une fois, violenter. Donc donc ouais, je peux comprendre aussi qu'on ait besoin de, et ça, par contre, c'est essentiel qu'il y ait des endroits en non-mixité, comme il faut des endroits, avec des personnes, victimes de racisme sans, personnes blanches, par exemple, c'est normal. Et mais ouais, la lutte globale, je dirais que c'est comme ça que j'imagine un peu, enfin, je pense que ça évolue encore, tu vois? Mais c'est comme ça que je vois les choses, quoi. Merci pour ton partage, c'est super intéressant et c'est une question qui est pas facile, Ouais, je suis positionnée dessus, mais c'est intéressant d'avoir ton retour, justement là-dessus. ouais, c'est pas évident parce qu'il y a autant de féminisme que de meufs, en fait, et donc Mmh. il y a plein de courants, plein de façons de penser. Il y en a qui sont, d'après moi, acceptables, et d'autres qui ne le sont pas du tout. Mais enfin, du coup, il y en a tellement que c'est difficile de se prononcer et d'avoir un avis, je trouve, catégorique sur certains sujets, quoi. Bah, merci en tout cas pour cet échange. On arrive, bientôt à la fin du podcast. J'ai une dernière question pour toi, un peu plus légère cette fois. Si tu devais illustrer un moment de ta vie qui t'a fait le plus sourire, lequel ce serait? J'ai eu du mal à trouver quelque chose là-dessus parce que alors j'ai des gros soucis de mémoire. En fait, j'ai plein d'événements de ma vie que je me souviens, si tu veux, mais j'ai du mal à passer, enfin, j'ai tendance à passer vite à autre chose, quoi. Me dire, «Ah ouais, ce film-là, je l'ai vu il y a 3 ans, bah, je me rappelle plus du tout. Allez, hop, passer à autre chose». Tu vois? C'est un peu ça ma vie. Donc je dirais que j'ai essayé de me dire, peut-être, je sais que j'ai eu une période avec mon compagnon, on a vécu en van, pendant 1 an, mais entrecoupé parce que c'était pendant le covid, des périodes de confinement, tout ça.
Mais cette période-là, elle était cool parce qu'elle a été un petit peu la transition entre le moment où j'ai quitté mon boulot et le moment où je me suis lancée moi-même dans mon activité, où j'ai développé aussi toute cette façon de voir les choses, de me remettre en question, le féminisme, tout ça. Donc ouais, peut-être la période où j'étais en van et où on se baladait, on était un peu insouciants, on savait pas combien de temps ça allait durer, mais bah, on l'a fait, quoi. Donc peut-être cette période-là, je dirais. Trop cool, c'était la légèreté, de la vie, en Ouais, fait. un peu. Même si, finalement, être en van, c'est pas si simple parce que tu as quand même plein de trucs à penser, à gérer, trouver de l'eau, prendre des douches, de l'électricité. Enfin, tu vois, il y a aussi des trucs, où tu te dis: «Ah ouais, en fait, ça te fait prendre conscience que vivre dans une maison, c'est un luxe». Donc ouais, c'était pas que, de la naïveté, mais il y avait quand même, en effet, un sentiment de liberté, d'aller où tu voulais, quand tu voulais, de te dire: «Là, je vais pas, au bureau», qui est quand même, pareil, encore une fois, un privilège, incroyable. Et donc je pense que ouais, cette période-là était quand même, c'est quand même une belle période, quoi. Trop bien. Merci pour ton partage. Bah, merci Merci à pour toi. cet échange, super riche et c'était vraiment très, très chouette d'échanger avec toi. Merci beaucoup. Je suis désolée, il y a peut-être eu des bruits parce que mon chat, est en période d'hystérie totale. J'utilise ce terme, pas du tout dans un contexte, antiféministe, hein. Non, mais voilà, je sais pas, il est Je l'entends derrière, ah ouais, ouais. il est enragé. Je le vois là, il est enragé.